jours, puisque la période de transition qui a plutôt duré a comme résultante l'accumulation de problèmes économiques que j'ai évoqués aujourd'hui. Et ce qui est regrettable, c'est que durant cette période de transition, nous sommes beaucoup concentrés sur la chose politique et beaucoup moins sur l'économie. Or, les facteurs qui ont déclenché la révolution tunisienne sont des facteurs surtout économiques. Et il y a en particulier deux facteurs: le chômage qui sévit dans le pays et la disparité en termes de développement entre les régions d'époque, frontières et la région de l'intérieur. Pour ce qui est du chômage, nous avons aujourd'hui à peu près 800 000 chômeurs en Tunisie, dont à peu près 325 000 qui ont des diplômes universitaires. C'est immense. C'est vraiment ça de la Tunisie. Des jeunes qui aspirent à une vie meilleure, surtout dans les régions de l'intérieur, où le taux justement de chômage peut atteindre jusqu'à 40%. Ces jeunes donc, qui aspirent à une vie meilleure mais qui ne trouvent pas d'emploi, donc qui sont désespérés. La problématique du chômage a une seule solution, il n'y en a pas d'autre. La solution, c'est l'investissement. Et quand on se pose la question de savoir qui doit investir, la réponse a toujours été, depuis presque l'indépendance, que c'est l'État qui doit choisir. Effectivement, l'État en Tunisie est le plus grand employeur et le plus grand investisseur. Mais quand on étudie de près le budget de l'État, on se rend compte que ses capacités sont plutôt faibles. Pour vous donner un exemple, le budget d'équipement aujourd'hui, qui est de l'ordre de 3 milliards d'euros, est presque dépassé par ce que l'État dépense sur la compensation et les subventions. Donc imaginez une situation où l'État dépense plus sur la compensation que s'il dépense sur l'investissement. Et l'État tunisien, comme d'ailleurs beaucoup d'autres, même en Europe, pense que c'est à travers les dépenses publiques que nous allons pouvoir assurer les conditions de croissance économique réelle. Il s'avère que ceci n'est pas vrai. Que l'État a certes un rôle très important à jouer, surtout en matière d'investissement dans les activités sociales et les infrastructures par exemple, mais l'investissement le plus important, celui qui crée les conditions de richesse, c'est l'investissement privé, c'est-à-dire l'investissement marchand. Quand on regarde aujourd'hui le tissu économique tunisien, on se rend compte que 99% des entreprises, 99% sont composées de TPE, des entreprises et de PME. Et c'est un constat très important. Parce que la question que je pose, est-ce que la politique qui a été élaborée historiquement et qui est élaborée aujourd'hui répond à cette donne fondamentale? Les TPE, par exemple, aujourd'hui, il y en a à peu près 325 000 en Tunisie recensés. L'estimation est que le nombre est peut-être le double, peut-être même le triple de cela. Et la plupart de ces entreprises travaillent dans le secteur informel. Aussi, il faut se dire qu'il est très important d'élaborer une stratégie très percutante pour justement adresser la problématique des TPE à un moment où on essaye justement de les intégrer dans le secteur formel. Pour ce qui est de la PME, la problématique se pose d'une autre manière. Et avant de vous dire comment, la PME, c'est-à-dire si on prend l'univers des PME et des grandes entreprises, les PME représentent à peu près 80% de cet univers. Mais ne jouissent que de à peu près 15% des concours bancaires. Autant vous dire que c'est une aberration de taille. Évidemment, on a toujours posé la problématique des PME comme étant la difficulté d'accès au crédit bancaire, mais le problème il est ailleurs. Le problème, c'est la difficulté d'accès à un marché de comprendre, un marché de capitaux. Si une PME n'a pas accès à un marché de capitaux, ne peut pas raisonnablement espérer avoir c'est-à-dire l'octroi de crédit de sa banque aussi facilement. Il y a une autorité financière qui exige qu'il y ait un équilibre entre les fonds propres et les crédits. Et la vérité, c'est qu'en Tunisie, on n'a jamais eu réellement un marché de fonds propres, surtout pour les PME. Ça aussi, c'est un constat qui indique une aberration fondamentale et structurelle de notre système. Donc, imaginez un pays, comme je le disais, qui a 99%
de son tissu économique composé par des TPE et par des PME, qui emploient 75% des emplois en Tunisie et qui restent largement négligés. Autant dire que c'est vraiment là où il faut se concentrer dans notre politique économique future. La question maintenant, c'est de savoir si le système financier tunisien répond justement à cette donne et a atteint un niveau qui puisse tirer l'économie vers le haut, c'est-à-dire qui puisse répondre aux besoins des différents opérateurs sur toute l'échelle de création de valeur. Et la réponse, c'est que c'est une réponse plutôt mitigée. Par exemple, le système bancaire tunisien aujourd'hui est caractérisé par une dichotomie entre les banques privées et les banques publiques. Cette dichotomie, évidemment, est un élément très contraignant dans son développement. Pour vous donner un exemple, les banques publiques sont régies par deux lois, la loi bancaire et la loi qui régit la fonction publique, alors que les banques privées ne sont régies que par une seule loi qui est la loi bancaire. Autant dire que les banques publiques ont toujours été handicapées dans leur politique, surtout dans leur politique en matière de ressources humaines. Et que c'est une considération qu'il faut absolument adresser le plus rapidement possible. Je suis conscient du fait qu'aujourd'hui, il y a des efforts fournis par la Banque centrale et le ministère des Finances pour restructurer les banques publiques et pour leur donner les outils et les atouts nécessaires pour qu'elles puissent justement opérer dans un système qui requiert un système concurrentiel. D'autre part, quand on parle de système financier, on parle de l'ensemble des activités du système, c'est-à-dire non seulement le système bancaire, mais aussi le marché financier. Et le marché financier en Tunisie est plutôt faible. Pour vous donner un exemple, on n'a pas encore en Tunisie un vrai marché des capitaux, c'est-à-dire un marché à travers lequel les opérateurs économiques puissent lever les financements nécessaires, surtout en moyen et long terme. Les banques commerciales sont très timides en matière de crédit en moyen et long terme parce qu'elles sont assujetties à des règles prudentielles qui sont imposées par la Banque centrale et les banques commerciales généralement accordent des crédits à court terme. Donc, pour un pays qui a besoin d'investir dans l'infrastructure, pour un pays qui a besoin d'investir dans de grands projets, ne pas avoir un marché financier qui permettrait à ces opérateurs de lever des capitaux sur le moyen et le long terme est un handicap majeur. Surtout que, historiquement, nous avons eu recours au marché international. Et la Tunisie jouissait d'une notation investment grade qui permettait non seulement au gouvernement, mais aux opérateurs économiques de lever les financements dont ils avaient besoin en devises. Le problème aujourd'hui, c'est que ni le gouvernement, ni les opérateurs privés ne peuvent avoir accès à ce marché, vu que la notation a dégradé de manière assez notable. Donc vous voyez bien qu'il y a un vrai défi. Le défi de ne pas pouvoir lever des capitaux en Tunisie, c'est-à-dire en continent tunisien, et inviter les investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension, les compagnies d'assurance et autres à participer à ce marché. Et en même temps, il y a un handicap majeur concernant l'accès des opérateurs économiques tunisiens sur le marché international, qui fait que nous sommes aujourd'hui dans l'obligation, très rapidement, de restructurer notre système financier pour que nous puissions justement mettre en place des mécanismes et aussi des mécanismes de ce qu'on appelle couverture des risques de taux, des risques de change, pour que nos opérateurs puissent lever les capitaux nécessaires dont ils ont besoin pour financer leurs projets. Un mot sur la situation économique, macroéconomique. S'il y a deux indicateurs que je peux vous donner qui vous permettraient de suivre la situation économique de n'importe quel pays. Ces deux indicateurs, c'est l'inflation et le déficit ou le surplus du concurrent de la balance du paiement. En Tunisie, malheureusement, durant la période de transition, nous sommes en train de vivre, nous continuons à vivre, ces deux indicateurs sont plutôt mal partis. Dans le sens où l'inflation est aujourd'hui estimée officiellement à 6,4%, mais les
d'avis convergent sur le fait que l'inflation est très probablement à 2 chiffres en Tunisie. Et pour ce qui est du déficit de la balance courante, elle est située aujourd'hui à 8%. Le déficit du compte courant est un indicateur du pouvoir d'achat d'un pays. Donc un pays qui n'a pas le pouvoir d'achat nécessaire pour importer les équipements et évidemment se trouve dans une situation difficile, surtout que les exportations n'augmentent pas de la manière dont on aurait souhaité. L'économie tunisienne, en fait, est une économie qui a toujours été caractérisée par le fait que c'est une économie de transformation. Transformation dans le sens où nos partenaires, surtout les partenaires étrangers, ont toujours vu la Tunisie comme étant un marché où il y a de la main-d'œuvre bon marché. Et ils viennent ici justement pour ramener du tissu pour en faire des jeans et les réexporter vers l'Europe. Vous comprenez bien que la valeur ajoutée qui normalement devrait rester dans l'économie, pour renforcer notre économie, était plutôt faible. C'est parce que la politique de la Tunisie depuis 30 ans, ça a toujours été une politique qui avait l'objectif justement de créer des emplois. Je vais peut-être vous choquer en vous disant que ça ne devrait pas être l'objectif d'un programme économique intelligent. L'objectif devrait être la création de valeur. Et la création de valeur, c'est ça ce qui crée l'emploi, et puis surtout l'emploi stable. Pour vous donner un exemple, une conférence comme cela, en Tunisie, on a estimé qu'il faut un investissement entre 30 000 dinars et 50 000 dinars pour créer un poste d'emploi pérenne et stable. La bonne nouvelle, c'est que pour chaque poste créé, il y a 2 emplois indirects qui sont créés. Autant dire que l'investissement est important, mais autant dire aussi qu'il faudrait que le contenu technologique de notre investissement, le contenu technologique de notre économie augmente. Nos exportations, par exemple, ont un contenu technologique aujourd'hui de 25%. Nous espérons, c'est que dans les 10 ans à venir, ce contenu technologique augmente à 50% parce que c'est ça ce qui va créer de la valeur. Et c'est cette valeur-là qui sera réinvestie dans notre économie pour assurer dans les conditions d'une croissance forte et réelle. L'autre élément, c'est que le taux d'investissement dans la recherche et le développement en Tunisie est très faible. Et si on espère transformer notre économie, ou plutôt faire migrer notre économie d'une économie de transformation à une économie de connaissance, d'intelligence, de savoir, vous serez d'accord avec moi qu'il faudrait que l'investissement dans la recherche et le développement, dans l'innovation, doit augmenter. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, en Tunisie, nous investissons seulement 0,25% de notre PNB dans l'innovation. Le monde arabe, le monde musulman, 1,6 milliard de musulmans, le monde musulman entier, investit 0,8%. Pour comparer cela avec d'autres pays qui sont plus développés, Israël investit 6% de son PNB. Singapour investit 3,5% de son PNB. Les États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance mondiale, investit 4% de son PNB. Donc s'il y a un 0,8 sur lequel on doit se concentrer, c'est bien celui-là. Donc là, c'est quelques flashs un petit peu des défis de notre pays. Je reste optimiste personnellement sur notre capacité à rembourser les vapeurs et à régler nos problèmes économiques, mais pour cela, il y a des conditions. Il y a des réformes très importantes qui pourraient mener presque dans tous les domaines. Mais pour ce qui est de l'investissement, parce qu'on parle d'investissement aujourd'hui, il y a 2 conditions sine qua non. La première, c'est, vous le savez très bien, c'est un gouvernement fort qui puisse instaurer la stabilité et la sécurité dans le pays. Première condition pour l'investissement. Et la deuxième, c'est la justice. Bien sûr, il y en a d'autres. Il y a un effort. Ce que nous souhaitons, c'est qu'une fois qu'on aurait dépassé cette phase de transition pour entrer dans la deuxième phase, et je l'espère, la phase de consolidation démocratique, nous allons avoir, j'espère, un gouvernement fort, c'est-à-dire qu'il puisse exercer sa force coercitive pour assurer la sécurité généralisée dans le pays. C'est ça ce qui va comporter les investisseurs, surtout les investisseurs étrangers. Et bien entendu, pour la justice, évidemment, un investisseur, qu'il soit national ou étranger, a besoin d'une justice forte pour protéger ses intérêts. C'est surtout le cas pour les investisseurs étrangers. La raison pour laquelle aujourd'hui il n'y a pas un niveau d'investissement très très important, ce n'est pas les opportunités qui manquent, c'est que justement il y a
une crainte que ces conditions-là ne soient pas encore réunies. Espérons que ça va changer d'entre. Ceci nous mène à parler d'un sujet qui est capital, qui est quelle est notre stratégie en matière de diplomatie économique. J'ai animé une conférence il y a quelques semaines pour parler longuement de la stratégie qu'il faut mettre en place pour la diplomatie économique. Mais ce que je dois dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une bonne nouvelle et il y a une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a vraiment jamais eu une stratégie de diplomatie économique. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que justement, au lieu de détruire pour reconstruire, aujourd'hui nous avons une chance de construire une vraie diplomatie économique. Parce que je suis convaincu personnellement que la diplomatie économique est un facteur absolument essentiel dans notre stratégie économique. Surtout que la Tunisie, comme ça a été dit plusieurs fois ce matin, continue à avoir l'ambition de retrouver le monde extérieur, continue à avoir l'ambition d'inscrire son action dans l'universel. La Tunisie comprend bien que les enjeux aujourd'hui, à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, sont des enjeux très importants et qu'on ne peut pas avoir une stratégie économique percutante si on ne prend pas ces enjeux en compte. Les grands pays l'ont compris. Les États-Unis ont aujourd'hui une stratégie très sophistiquée en matière de diplomatie économique. Ils ont intégré ça réellement dans leur opération presque au quotidien. Il est presque impossible de rencontrer l'ambassadeur des États-Unis sans qu'il mentionne au moins une fois sur l'importance des franchises dans le développement économique d'un pays. La France aussi l'a compris. Ils ont élaboré une stratégie sur 9 axes que je vous invite à consulter. Mais la France aujourd'hui a très bien compris que une stratégie économique ne peut réellement réussir que lorsque il y a un appui réel de la part du gouvernement et surtout du ministère des Affaires étrangères pour accompagner les opérateurs et les investisseurs. Les présidents français, quand ils voyagent toujours avec une délégation d'ambassadeurs, comme on l'a fait récemment à Qatar, dans tous les pays. Plus proche de nous, la Turquie l'a aussi compris. La Turquie a ouvert 15 ambassades en Afrique en 2 ans, entre 2009 et 2010. Le Maroc l'a compris. Le Maroc a aujourd'hui 30 ambassades en Afrique. Et cette stratégie de positionnement en Afrique, c'est une stratégie qui rentre dans une vision globale. Ce n'est pas une action, autonome, c'est une action qui s'inscrit dans une politique qui, franchement, pour le cas du Maroc, et je suis bien placé pour le dire, a été initiée par les privés. D'ailleurs, modestement, j'étais parmi les pionniers au Maroc à avoir initié un positionnement de notre groupe bancaire, qui est le deuxième groupe financier au Maroc, en Afrique. D'autres ont suivi, la Tijani. Et c'est ça ce qui a permis justement d'avoir créé donc, ces plateformes en Afrique, partout en Afrique. Ça a permis aux opérateurs marocains de se positionner en compagnie de leur banque. Et ça, c'est une stratégie intelligente. Et le résultat de cela, c'est qu'en l'espace de quelques années, même pas 5 ans, le Maroc aujourd'hui affiche un excédent commercial par rapport à l'Afrique à peu près 280 millions d'euros alors que c'est inexistant il y a 25 ans. Je vais vous donner un autre exemple que je connais bien. La contribution des opérations africaines dans mon groupe, celui que je dirige, est aujourd'hui de 45% de résultats nets. C'est vous dire que l'impact peut être très important. En Tunisie, je m'excuse, je vous parlais de la Turquie, vous l'avez bien remarqué, la Turquie est en train de faire une fois extraordinaire vis-à-vis de l'Afrique du Nord et vis-à-vis de l'Afrique d'une manière générale, comme je vous disais tout à l'heure. Et ce que je remarque personnellement, c'est que par exemple, par rapport à la Libye, ils ont pris beaucoup d'avance sur nous. Alors qu'on est un terrain fertile, et on avait toutes les conditions pour réussir une stratégie libyenne d'une manière percutante et surtout d'une manière qui dure dans le temps. On ne fait pas grand-chose de là. En Tunisie, je disais que nous avons 7 ambassades en Afrique.
nous avons quelques ambassades diplomatiques. Et comme je disais tout à l'heure, notre stratégie diplomatique avait d'autres objectifs. Rarement objectifs économiques. Le jour où un ambassadeur se met devant un groupe d'entrepreneurs tunisiens et leur dit à chaque fois, produisez et je vous aiderai à éprouver votre marchandise, on aurait réussi le pas. Malheureusement, on est très loin. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est temps, aujourd'hui, de commencer un travail de réflexion très profond pour décider de quelle stratégie économique, nous devons poursuivre, les diplomaties économiques j'entends, et qu'est-ce qu'il faut faire de manière pratique, quel est le plan d'action qu'il faut mettre en place pour que nos consulats, nos ambassades, les chancelleries de un peu partout dans le monde, puissent réellement, non seulement comprendre que c'est une mission stratégique et critique pour le pays, deuxièmement, leur donner les moyens pour qu'ils puissent réussir cette politique, surtout en matière de ressources humaines. Quand j'étais ministre, j'ai créé l'Académie des finances. On n'en parle pas assez. Et j'avais comme ambition, en créant l'Académie des finances, entre autres, de permettre à des diplomates, aux jeunes diplomates, de suivre les cours pendant 1 mois jusqu'à 3 mois, pour qu'ils puissent se familiariser avec la chose économique, financière et commerciale, afin qu'ils puissent jouer leur rôle justement d'éclaireur, au moins d'éclaireur. Surtout, comme je le disais, les enjeux sont devenus très très importants et on parle souvent des risques systémiques que la Tunisie a avec l'Europe. Quand l'Europe prend froid, c'est la Tunisie qui tousse, c'est en fait tout dans les rats. Mais en même temps, il y a des opportunités aujourd'hui extraordinaires, en Europe même, qui dépassent le cadre commercial, c'est-à-dire les exports vers l'Europe. On peut aujourd'hui acheter des entreprises européennes pour, par exemple, avoir accès à des circuits de distribution qui aurait été beaucoup plus difficile d'accès. Et c'est vraiment ça le genre d'opportunité que nos diplomates en Europe ou ailleurs peuvent et doivent identifier pour les opérateurs tunisiens en gardant le contact avec les associations professionnelles et en leur donnant des informations qui peuvent être extrêmement utiles à leurs adhérents et à leurs membres. Et c'est vraiment ça, c'est cette dynamique qu'on veut créer qui va donner des opportunités très très importantes pour l'entreprise tunisienne, qui malheureusement, historiquement, a été timide dans les gens qu'on connaît, surtout sous l'ancien régime. L'initiative, surtout quand elle réussit, fait peur à nos entrepreneurs. C'est pour ça qu'ils ont préféré historiquement garder la tête sous l'eau. Et aujourd'hui, il faudrait qu'ils relèvent la tête, qu'ils mettent de côté le syndrome bilan qui a caractérisé leur action, et qu'ils commencent à voir le monde pas seulement comme étant une opportunité de vente, mais une opportunité d'investir, pour savoir aller dans les deux sens. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, il y a un fonds qui va être lancé par la Caisse de dépôt de consignation, que j'ai eu le plaisir de créer quand j'étais ministre. Ce fonds-là, c'est un fonds qui aura pour objectif d'accompagner les investisseurs européens qui viendraient en Tunisie, mais d'accompagner aussi les investisseurs tunisiens qui veulent aller en Europe, en Afrique ou ailleurs, parce que l'investissement n'est pas important dans un seul sens, il doit aller dans les deux sens. Il faudrait que l'entreprise tunisienne puisse avoir l'ambition aujourd'hui d'aller explorer le monde, chose qu'elle n'a pas faite. Et il est temps aujourd'hui que les entrepreneurs se réveillent parce que le monde est devenu un village et il faut absolument qu'on retrouve notre place dans ce village. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette excellente présentation des défis économiques et financiers de la Tunisie. Maintenant, j'invite Monsieur le Ministre Tesserine à partager avec nous l'expérience de l'intégration du